Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le lieutenant-colonel Daniel Davis, vétéran de combat et animateur du très populaire Daniel Davis Deep Dive. Je mettrai un lien vers l'émission dans la description. Oui, c'est un plaisir de vous revoir. Toujours un plaisir d'être ici, professeur. Merci de m'avoir invité. Donc, Trump a terminé sa rencontre avec Poutine, ainsi que celle d'aujourd'hui avec Zelensky, et je suppose son entourage de dirigeants européens. On parle d'un espoir pour une possible réunion trilatérale Trump-Poutine-Zelensky, espérons-le d'ici une semaine. Je doute un peu que cela se concrétise, mais quelle est, selon vous, la signification de la réunion en Alaska? Et de quoi va-t-il discuter avec Zelensky? What will he discuss with Zelensky? Eh bien, je pense que cette série de réunions pourrait être extrêmement historique. En fait, elle le sera probablement d'une manière ou d'une autre, soit dans un sens positif, soit dans un sens négatif. Depuis les réunions d'Istanbul en février 2022, c'est la meilleure chance possible de voir cette guerre destructrice et sanglante prendre fin. Le camp occidental a refusé de saisir l'occasion diplomatique à ce moment-là. Et maintenant, tous les regards sont tournés vers Washington, D.C. pour savoir, allons-nous refaire la même erreur ou allons-nous enfin saisir cette opportunité? Parce que si nous rejetons celle-ci, selon moi, ce sera la dernière chance pour la diplomatie. Et si cela échoue, comme en 2022, la prochaine étape sera une victoire militaire russe et l'imposition de conditions de reddition. Et que cela prenne encore 6 mois, ou que cela prenne 1 an ou 2 de plus, il semble que la Russie dispose des ressources et soit mentalement préparée à suivre cette voie si les choses se passent ainsi. Mais quiconque nourrit l'espoir ou s'attend à ce que la Russie accepte des conditions favorables à l'Ukraine et à l'Occident, depuis une position de force, ce qu'elle n'est pas obligée de faire, sera déçu. Donc maintenant, la balle est clairement dans le camp de Donald Trump. Et la grande question, je pense que la question principale à laquelle on répondra, du moins en partie plus tard aujourd'hui, est la suivante. Trump peut-il rallier tous ces dirigeants occidentaux qui seront présents? Peut-il rallier Volodymyr Zelensky pour qu'il fasse ce qu'il veut? Parce qu'on peut très bien imaginer que lors de cette réunion en Alaska, Trump ait dit « Écoutez, quelle est votre ligne rouge, sans plaisanter? Qu'est-ce qu'il vous faut absolument pour que tout cela prenne fin? Et sur quel point pouvez-vous faire preuve de flexibilité et sur lesquels non? » Je suis donc certain que cela a été transmis. Maintenant, il dit qu'il est en position de dire « Très bien les gars, voici ce qu'on va faire. Voilà ce que je suis prêt à soutenir. Et si vous ne soutenez pas tous ces points, il n'y aura pas de fin à la guerre. J'en aurai fini. » C'est ce que je pense qu'il va se passer. Je pense que c'est ce que Trump pourrait finir par faire. Je crois que c'est en quelque sorte l'ultimatum. Je pense que c'est ce qui va arriver. Il va donner un ultimatum à ces gars-là. Le fait qu'ils rencontrent Zelensky en premier et non pas tous ensemble en groupe, je pense que cela montre qu'il va poser ses conditions à Zelensky et voir s'il peut obtenir son accord ou non. Ensuite, il fera venir les dirigeants d'Europe occidentale et dira, idéalement, voici ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord et j'ai besoin que vous soyez avec nous. Et si l'une de ces parties n'accepte pas cela, alors il y a le risque que Trump sorte de ces réunions en disant « Nous n'avons pas d'accord, je n'ai pas réussi à les faire accepter ». Et il se retrouve alors confronté à c'est pour cela que l'enjeu est si important pour Trump personnellement et pas seulement pour la guerre. Mais Trump va être exposé sur la scène mondiale ici. Peut-il fournir le leadership nécessaire pour rassembler toutes les personnes du camp occidental en une seule faction cohérente, capable de négocier avec les Russes en tête-à-tête? Ou bien en est-il incapable? Car s'il ne le peut pas, il se retrouve alors face à un énorme dilemme.
Va-t-il dire, eh bien, je n'arrive pas à amener le camp occidental au niveau minimum que la Russie accepterait. Et la Russie n'acceptera pas. Ils me l'ont déjà dit. Donc cela ne sert à rien d'y retourner. Trump devra alors soit s'en aller en disant « J'ai fait tout ce que je pouvais. Je vous ai offert une porte de sortie. Nous n'allons pas répéter ce qu'ont fait l'administration Biden et Boris Johnson en février 2022. Je ne soutiendrai plus cela. » Si vous voulez continuer à vous battre, vous êtes seul. Vous devrez fournir vos propres munitions, vos propres armes, votre propre soutien en renseignement, toute cette formation, etc. Nous reprenons tout, armes, matériel, munitions, et nous nous retirons parce que nous ne voulons plus financer l'échec. Tout ce que ça ferait, c'est augmenter le coût pour l'Ukraine de perdre. Rien ne changera cela maintenant. Voilà ce qu'il pourrait dire. C'est une option. La deuxième option, c'est qu'il peut dire « Eh bien, je suis frustré de ne pas avoir pu y arriver. » Et Poutine ne cédera pas sur ces questions sur lesquelles ils ne sont pas prêts à faire de compromis. Donc nous sommes dans une impasse. Je suppose que je vais encore repousser le problème. Et je vais continuer à apporter mon soutien. Je vais continuer à fournir ces munitions, etc. Le problème, c'est que cela ne changera pas l'issue. Cela ne fera qu'augmenter le coût pour l'Ukraine, en vies humaines et en territoire, pour la défaite inévitable qu'elle subira. Donc, si Trump parvient à réunir toutes ces personnes, alors je pense que les Russes sont sincères dans leurs propos. Ils sont prêts à accepter un règlement négocié, tant que leurs conditions minimales sont respectées, et la guerre pourrait alors prendre fin. Je pense qu'il serait alors légitime de dire que Trump pourrait recevoir le prix Nobel de la paix. S'il parvient à contraindre toutes ces parties à accepter cela et à mettre fin à l'effusion de sang, ce serait un véritable accomplissement. Mais s'il n'y arrive pas, je pense qu'il sera affaibli sur le plan intérieur, affaibli à l'étranger, et l'Ukraine finira par perdre la guerre. Voilà, selon moi, ce qui est en jeu aujourd'hui. Si vous parvenez à mettre fin à cette guerre, cela mériterait le prix de la paix. C'était aussi mon impression. Les deux principaux acteurs d'une guerre par procuration qui se déroule en Ukraine sont la Russie et les États-Unis. Il était logique que ces deux pays se rencontrent d'abord pour régler les grandes questions. Bien sûr, il faudra ensuite convaincre les Ukrainiens et les Européens. Mais dans l'ensemble, l'accord correspondait plus ou moins à ce que la Russie réclame depuis le début. L'Ukraine doit retrouver sa neutralité, donc pas d'OTAN, et bien sûr, régler la question territoriale. Le reste peut aussi être négocié. Mais il semble que la principale raison pour laquelle les Européens viennent à Washington n'est pas seulement d'essayer de convaincre Trump, mais aussi de donner à Zelensky l'impression qu'il n'a pas à faire de concessions, parce que les Européens le soutiendront quoi qu'il arrive. Comment interprétez-vous cependant la position européenne? Car, comme vous l'avez dit, si cela finit, et je pense effectivement que le scénario le plus probable est que l'on repousse simplement le problème, tout accord futur sera bien pire. Une offensive russe massive est actuellement prévue dans la région de Zaporizhia pour essentiellement prendre le contrôle de ces lignes défensives allant d'est en ouest. Mais comment expliquez-vous la position européenne à ce sujet? Eh bien, vous savez, de façon intéressante, l'un des points clés que tant Ursula von der Leyen que Zelensky ont évoqué hier avant de partir pour les États-Unis était la question des garanties de sécurité. Ils l'ont tous deux mentionné de manière très marquée. Et puis, de façon assez surprenante, Steve Witkoff est également intervenu hier à la télévision américaine pour parler des garanties de sécurité. Il a en fait déclaré sur Fox News hier que les États-Unis fourniraient des garanties de sécurité. Et il a ajouté, en tout cas, que la Russie avait accepté cela, qu'ils avaient compris. Mais le diable se cache dans les détails. Que veut-il dire par garantie de sécurité?
Que veut dire la Russie par garantie de sécurité? Et que veut dire Zelensky par garantie de sécurité? Je pense que la définition pour les trois est radicalement différente, même s'il pourrait y avoir une certaine continuité entre ce que Witkoff et Poutine en pensent. Parce que ce qu'ils veulent probablement dire, c'est quelque chose comme l'article 5 de l'OTAN, mais sans l'OTAN. Il est important de comprendre ce que dit réellement l'article 5, même au sein de l'OTAN. Ce n'est pas comme si, lorsqu'il arrive quelque chose à un pays, tous les autres sont automatiquement en guerre. C'est un mythe. C'est ce que les gens disent tout le temps. Mais le traité en lui-même ne dit pas cela. Il dit qu'une attaque contre l'un sera considérée comme une attaque contre tous, et que chaque pays passera alors par son propre système parlementaire ou gouvernemental pour décider de la réponse à apporter. Et je soupçonne que quelque chose de ce genre pourrait être accepté par la Russie. Car alors vous auriez quelque chose, franchement, et Zelensky l'a souligné dans un exposé cette nuit, cela pourrait ressembler au mémorandum de Budapest de 1984, qui affirmait officiellement qu'il existait des garanties de sécurité pour l'Ukraine si elle abandonnait ses armes nucléaires. Mais aucun mécanisme d'application n'y était précisé. Ainsi, chaque pays était libre de faire ce qu'il voulait. Et bien sûr, personne n'allait faire la guerre pour l'Ukraine après cela en 1984. Ils ne vont certainement pas s'appuyer là-dessus. Il en sera de même ici. Il se peut donc que ce ne soit qu'un pansement ou une occasion de sauver la face en disant « Oui, nous allons vous accorder des garanties de sécurité, mais la garantie ne sera que sur le papier et rien de plus. » Et je parle de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et bien sûr des États-Unis. Personne n'ira faire la guerre contre une Russie dotée de l'arme nucléaire pour l'Ukraine, surtout dans sa situation actuelle. Jamais ils ne sacrifieraient leur armée, leurs militaires, leur population, leur ville à une destruction potentielle. Cela n'arrivera tout simplement pas. Des assurances verbales à longueur de journée, mais ils ne se battront pas réellement. Et je pense que tout le monde le sait. Espérons que Zelensky le sait aussi. Mais je pense que c'est ce que Witkoff avait en tête lorsqu'il a parlé de garantie de sécurité de type article 5. Oui, je comprends pourquoi l'Ukraine voudrait des garanties de sécurité. Je veux dire, ils vont se retrouver dans une position très difficile. Et la relation avec la Russie sera mauvaise pendant des décennies. Je suis désolé, Glenn. Je voudrais préciser un point ici. Les Russes l'ont dit, et je pense qu'il y a une certaine validité. Ils ont affirmé que la meilleure garantie de sécurité est un accord pour mettre fin à la guerre, ce qui inclut la démilitarisation et la dénazification, car selon eux, avant les événements du Maïdan en 2013-2014, depuis 1991, il n'y avait jamais eu de problème de sécurité, aucun risque ou menace de recours à la force, rien de tel. Toute l'Ukraine était unie, y compris la Crimée. Tout était sous le contrôle de Kiev, jusqu'à ce que nous soutenions le renversement violent du gouvernement légalement élu et tout ce qui a suivi. Ils disent que c'est là que les problèmes de l'Ukraine ont commencé. Et si nous revenons à une situation antérieure à 2013, où il y a simplement un accord selon lequel les États vont coexister, il ne devrait y avoir aucune menace. Et je pense qu'il y a une certaine validité à cela, même si personne en Occident ne veut l'entendre. Cela a effectivement le potentiel de créer des garanties de sécurité, car alors, personne n'a de raison de faire la guerre à l'autre. Oui, les gens font souvent remarquer ou soutiennent qu'en 2014, l'Ukraine essayait encore une fois d'échapper à la Russie pour se tourner vers l'Occident. Mais les sondages racontent une toute autre histoire, car à l'époque, seuls environ 20 à 24% des Ukrainiens voulaient même rejoindre l'OTAN. D'autres sondages montrent que si on leur demandait, vous savez,
de quel côté il préférait être, s'il devait avoir une alliance de sécurité, ou, vous savez, vers qui il pencherait. Plus de gens préféraient s'orienter vers la Russie que vers l'Occident. Donc l'idée qu'il cherchait simplement à fuir l'ombre de la Russie n'était pas vraie avant 2014. Je pense donc que vous avez raison, ce coup d'État a créé la compétition sécuritaire. Et en plus, j'ajouterais que c'était avant tout une question économique. Ils voulaient s'orienter vers l'Occident. Ils pensaient que c'était là que se trouvait leur avenir. C'est compréhensible. Il n'y a aucun problème avec cela. Mais c'était une inclination économique, pas un rejet d'un camp au profit de l'autre. C'est juste devenu cela, une situation à somme nulle et un tournant violent. Et c'est là que tout a dérapé. Oui, donc je pense que c'est une condition nécessaire à la paix. Et si l'on retire l'Ukraine de, disons, l'épicentre de cette compétition sécuritaire entre l'OTAN et la Russie. Mais pour y parvenir, c'est pour cela que les Russes ont insisté sur le fait que le rétablissement de la neutralité est nécessaire pour mettre fin au conflit. Parce que, comme vous l'avez dit, il n'y avait pas de compétition sécuritaire là-bas avant 2014. Mais les garanties de sécurité, comme vous l'avez dit, tout dépend de la façon dont on les interprète. Parce que si c'est quelque chose comme une alliance militaire, alors bien sûr ça ne fonctionne pas. Mais j'ai entendu des propositions allant de la possibilité d'avoir des dépôts d'armes ukrainiens dans des pays européens qui pourraient être envoyés en Ukraine si une guerre devait reprendre ou quelque chose du genre. Vous voyez, ce genre de suggestion, je pense que dans un esprit de compromis, les Russes pourraient accepter, mais ils ne peuvent pas tout obtenir. Mais comme vous l'avez dit, au bout du compte, il serait également dans l'intérêt de l'Ukraine de ne pas se transformer en ligne de front contre la Russie. Je veux dire, si vous voulez faire craindre à la Russie pour son existence et que vous vous transformez essentiellement en cette ligne de front de l'OTAN, les choses vont très mal tourner pour vous. D'accord. Mais qu'en est-il de Zelensky? Je veux dire, on parle toujours de l'Ukraine. Mais le dernier sondage que j'ai vu de Gallup disait que 69% voulaient une fin immédiate de la guerre. 24% voulaient continuer à se battre. Ça fait 24%. Mais Zelensky n'est pas l'Ukraine, bien sûr. Il a ses propres... Eh bien, je suppose qu'il n'aura pas beaucoup d'avenir politique après cette guerre. Comment voyez-vous la possibilité d'obtenir l'accord de Zelensky pour un tel compromis? Parce que c'est un accord difficile à faire accepter. Les concessions territoriales, pas d'OTAN, c'est tout de même une énorme défaite. Eh bien, cela a été impossible jusqu'à présent. Je veux dire, tous ces termes sont sur la table depuis, vous savez, avril 2022, et ils n'ont jamais été retirés. Je veux dire, ces conditions, comme vous l'avez dit au début de cette émission, c'est la position principale de la Russie depuis le début. Elle n'a presque jamais changé. C'est devenu légèrement pire pour l'Ukraine, mais les fondamentaux de ce que la Russie a dit qu'elle exigeait n'ont pas changé, et je ne peux même pas imaginer qu'ils changeraient maintenant. Donc, cela pose la question, que va faire Zelensky? À mon avis, il a tout simplement perdu la capacité d'avoir une évaluation rationnelle de la réalité en ce qui concerne la fin de cette guerre. Il s'est mis en tête que non, il ne va rien céder sur ces points clés. Pas de dénazification, pas de démilitarisation, pas d'abandon de territoire, et il veut des garanties de sécurité. C'est impossible. C'est impossible. Ce n'est même pas du domaine du théorique. Donc le fait qu'il continue à dire cela à la veille de son arrivée ici montre simplement qu'il a perdu tout contact avec la réalité. C'est pourquoi je pense que Trump va devoir se mettre dans une position où il dira simplement « Ok, j'ai exposé les choses, je vous ai donné l'option, vous n'y avez pas consenti. Donc la seule chose qui me reste, c'est de partir et de tout vous retirer. » Parce que je ne crois pas que Zelensky ait la capacité de faire un choix rationnel.
parce que ce que vous avez exposé, c'est un choix rationnel. Pour le bien de votre peuple, en tant que dirigeant de votre pays, vous avez l'obligation de sacrifier vos propres intérêts et préférences pour faire ce qui sera le moins contraignant et le moins mauvais pour votre peuple. Et à l'heure actuelle, s'il y avait eu un accord possible qui aurait permis de préserver leur sécurité et leur sûreté, cela aurait probablement été lors de la dernière chance en décembre 2021, et il n'y en a pas eu depuis. À chaque fois qu'il a eu l'occasion de limiter les dégâts pour son pays, il a échoué à le faire. Il a refusé de le faire. Il m'est donc difficile d'imaginer qu'il va le faire volontairement maintenant. Je suis sûr qu'il essaiera de sauver les apparences, mais je ne pense pas qu'il en ait la capacité. C'est pourquoi, soit les États-Unis et l'Europe, soit les États-Unis seuls vont devoir intervenir et dire « D'accord, si tu n'es pas capable de prendre la décision, nous allons la prendre pour toi. » Parce que si on laisse cela à Zelensky, je ne pense pas qu'il ait la capacité de faire le choix rationnel. Pensez-vous que la volonté soudaine de Trump de rencontrer Poutine, rappelons qu'il avait initialement un délai de 50 jours, qui est passé à 10 jours, puis soudainement, il devait organiser une rencontre avec Poutine en moins d'une semaine. Pensez-vous que cela soit dû à la mauvaise situation sur le front? À quel point est-ce grave, selon vous? Je le pense. Je crois que c'est certainement un facteur important. Un autre facteur serait probablement que, dans les coulisses, les principaux conseillers de Trump, en particulier ses conseillers économiques, lui ont dit « Monsieur le Président, cela ne servira à rien. Ces soi-disant sanctions écrasantes que Lindsey Graham veut imposer ne seront pas écrasantes. » Et quand vous parlez de tarifs secondaires contre la Chine, le Brésil et l'Inde, c'est une proposition perdante pour nous. Cela nous coûterait cher. Nous sommes déjà en négociations économiques très difficiles avec ces pays sur les tarifs, etc., et leur imposer cela affaiblirait notre position et nous coûterait cher. Cela ne changera pas la position de la Russie. Il est même peu probable que cela modifie, disons, celle de l'Inde ou du Brésil. Ils étaient tous les deux très en colère à ce sujet et avaient parlé ouvertement de contre-mesures si ces choses devaient entrer en vigueur. Et je pense que Trump a probablement compris que ce n'était pas une stratégie gagnante ici. Il fallait faire quelque chose de différent. Je pense que cela, combiné à ce qui se passe sur le champ de bataille, est important, car on voit, même pendant la nuit, que la Russie poursuit sa campagne aérienne. Ils continuent également au sol. Ils avaient réussi une percée au nord de Pokrovsk il y a environ une semaine, que les Ukrainiens ont pu contenir et stopper pour le moment. Mais maintenant, il semble que la Russie ait également engagé des forces supplémentaires, et ils commencent à regagner un peu de terrain. De plus, au nord, dans la région de Kupiansk, dans la région de Zaporizhia, et dans d'autres zones comme celle de Chassiv Yar, etc., ils continuent d'avancer. Konstantinivka. Apparemment, la Russie s'est avancée jusque dans la périphérie de la ville elle-même au cours des 12 dernières heures environ. Ils continuent donc de faire pression sur toute la ligne de front là-bas. Et la question des effectifs ne va tout simplement pas changer. La dynamique reste la même. L'Ukraine subit chaque mois plus de pertes qu'elle n'est capable d'enrôler par la mobilisation forcée. Et ces mobilisations forcées sont désormais de très mauvaise qualité. Et bien sûr, si l'on ajoute à cela les désertions, les chiffres et les cartes ne pourront jamais fonctionner. Donc Trump n'a pas le levier nécessaire pour faire avancer cela. Je pense donc qu'il a plutôt calculé « Très bien, c'est la meilleure chose que nous puissions obtenir pour nos intérêts sans gaspiller davantage d'argent, de munitions et tout le reste dans une cause perdue. » Je pense que tout cela a été pris en compte ensemble.
Mais selon vous, quelles sont les chances que les Européens puissent prendre la relève des États-Unis en matière de soutien à la guerre? Parce que les États-Unis ne fournissent pas seulement des armes, mais aussi de la logistique, du renseignement et de la formation. Il y a énormément d'efforts déployés et tout le principe de... Je suppose que la capacité des Européens à convaincre Zelensky de poursuivre la guerre dépend du fait qu'ils puissent le convaincre qu'ils peuvent continuer sans les Américains. Est-ce réaliste? Oui, je pense qu'il existe une relation symbiotique entre l'Ukraine et l'Europe. Je sais que Zelensky est souvent présenté comme une marionnette et tout cela, et parfois je me demande qui tire vraiment les ficelles. Je ne suis pas sûr que ce soit très clair. Je pense que c'est en quelque sorte une situation d'abus mutuel, si vous me permettez l'analogie, car il est évident que l'Europe a voulu que cette guerre se poursuive à presque n'importe quel prix. C'est pourquoi ils ont investi autant de capital politique pour rallier Trump à leur cause, parce qu'ils veulent que la guerre continue. Il n'existe aucun scénario rationnel que l'Europe pourrait même prétendre, selon lequel cela finirait par jouer en sa faveur, ou que cela permettrait à l'Ukraine de remporter une quelconque victoire militaire. Parce que tous les fondamentaux qui sous-tendent les guerres d'usure, on peut en retirer l'émotion. C'est simplement noir sur blanc. C'est comme ça que ça fonctionne. Il est pratiquement impossible que cela se passe autrement. Et pourtant, ils ont continué à suivre cette voie. Et Zelensky a lui-même été enthousiaste à l'idée de continuer. J'ai parlé à certains Ukrainiens, et il y en a en Ukraine, je soupçonne que Zelensky en fait partie, qui s'accrochent à cette mentalité du miracle. Eh bien, il suffit de survivre aujourd'hui. Il suffit de se battre un jour de plus, car demain un miracle pourrait arriver. Une arme pourrait arriver. Un coup d'État pourrait se produire en Russie. Il pourrait y avoir un soulèvement. Il pourrait finalement en avoir assez. On peut tout imaginer, des choses irrationnelles, mais on s'accroche à des miracles. Et tant qu'ils peuvent continuer à se battre un jour de plus, ils continueront sur cette voie. Le problème, c'est que les mathématiques s'appliquent toujours, la physique s'applique toujours, et à un moment donné, se combattre un autre jour s'effondrera, et vous ne pourrez même plus vous battre aujourd'hui, et vous perdrez tout. C'est ce qu'ils risquent. Et donc je pense que le seul espoir, c'est que le président Trump reste ferme, garde cette colonne vertébrale d'acier et dise simplement à l'Union européenne, dans son ensemble, voici l'accord, rejoignez-nous ou vous perdez tout. Et je ne pense pas, si les choses se corsent, que les Européens, aussi désireux qu'ils soient de voir la guerre continuer, ne reconnaissent pas qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Cela les ruinerait et ils perdraient. Et alors, ils seraient perçus comme encore plus faibles qu'avant. Et les gens diraient que l'OTAN ne sert à rien. C'est inutile. Ils pourraient littéralement tout perdre s'ils continuent sur cette voie. Nous verrons ce qu'ils choisiront. Eh bien, la chose la plus significative que nous avons entendue de la part de Trump après la rencontre avec Poutine, c'est qu'il a abandonné sa demande d'un cessez-le-feu inconditionnel. Et il a adopté la position de Poutine selon laquelle, oui, il faut s'attaquer aux causes profondes pour mettre fin à cette guerre une bonne fois pour toutes. Il a également précisé, pas d'OTAN. Mais aux États-Unis, ce n'est donc pas une position très populaire. Quand je dis aux États-Unis, je parle de Washington, de la classe politique. Ils semblent très européens dans leur volonté de poursuivre cette guerre. À quel point l'establishment américain s'oppose-t-il à cela? Et comment cela affecte-t-il la capacité de Trump à manœuvrer dans ce contexte? Eh bien, absolument. Et je pense qu'aux États-Unis, j'appelle toujours cela le parti unique, politique, diplomatique. Je suis désolé, républicain ou démocrate, cela ne fait aucune différence. Ils sont à peu près tous pareils, tous issus de l'élite. Donc on appelle ça le parti unique.
C'est donc une sorte de politique étrangère, et une très mauvaise vraiment, menée par l'élite dirigeante ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de continuité, peut-être même une certaine coopération directe avec l'élite européenne également. Donc, en ce sens, c'est peut-être un parti unique, encore plus vaste qu'on ne l'imagine. Ils ont certainement tous été, et pendant l'administration Biden, ils étaient tous unis pour simplement perpétuer la guerre. Même si intellectuellement, beaucoup d'entre eux savaient de toute façon qu'elle ne pourrait jamais être gagnée. Mais le simple fait de mener la guerre est déjà un succès en soi. Et ils n'avaient aucun scrupule moral face au fait que l'Ukraine baignait dans le sang de son propre peuple et la destruction de leur pays. Cela ne semblait pas les déranger tant que la Russie était affaiblie, ce que je considère comme l'une des positions les plus immorales qui soit. Donc la vraie question, pour répondre à la vôtre, c'est de savoir à quel point Trump peut être fort. Parce qu'il est l'anti-élite à certains égards. À d'autres, il ne l'est pas. Je veux dire, il a laissé cette guerre se poursuivre. Il ne l'a pas arrêtée en 24 heures. Car tout ce que je dis qu'il devrait faire aujourd'hui, il aurait pu le faire le 21 janvier. Il en avait la capacité, et il ne l'a pas fait à ce moment-là. Il a effectivement laissé beaucoup de ces personnes le convaincre de simplement repousser le problème à plus tard. Et maintenant, nous sommes fin août, et la question va être, va-t-il encore repousser l'échéance, ou va-t-il enfin s'affirmer et dire « c'est la fin, j'écrase la canette maintenant, soit vous me suivez, soit vous êtes seul ». Il va falloir quelque chose de ce genre, car rien d'autre n'arrêtera cela. Et l'élite peut être mécontente. Ils peuvent essayer de saboter les choses, faire ce qu'ils veulent. Mais au final, tout dépendra de la force de Trump en tant que leader individuel, car il a la capacité de résister à tout cela. Nous verrons s'il le fait. Eh bien, nous avons aussi le parti unique dans ce pays. Je suis en Norvège, et il y a 7 partis politiques importants et de taille moyenne. Et les 7 pensent, oui, il faut envoyer plus d'armes, pas question de parler aux Russes. Et bien sûr, Zelensky est considéré comme la meilleure chose qui soit arrivée depuis le pain tranché. Donc c'est un thème commun à travers l'Europe également. Ma dernière question est la suivante. Que pensez-vous qu'il va arriver à l'OTAN à la suite de cette guerre? Je veux dire, l'OTAN va-t-elle pouvoir survivre à cela, ou a-t-elle trouvé une nouvelle mission? Ce ne sera certainement plus la même OTAN qu'il y a 3 ans et demi. Je me demandais si son sort n'était peut-être pas encore scellé. Ce n'est certainement pas encore terminé. Et à cause de l'élite fortunée qui a intérêt à ce que cela continue, cela peut mourir d'une mort très longue et douloureuse. Je ne pense pas que ça disparaisse de sitôt, car il y a trop de personnes ayant des intérêts en jeu pour veiller à ce que cela perdure. Mais, je veux dire, c'est en train de devenir la risée de tous. Prenez la Grande-Bretagne, par exemple. Au cours du dernier mois environ, à plusieurs reprises, ils ont évoqué la nécessité de se préparer à une guerre avec la Russie. Nous pourrions être en guerre avec la Russie d'ici 3, 5 ou 7 ans, quelque chose comme ça, reprenant ce que Mark Rutte a récemment déclaré ici. Et ils disent qu'ils en sont capables et qu'ils vont s'y préparer. Par ailleurs, ils ont également déclaré que nous pourrions être prêts à combattre la Chine. Et si nous devons le faire, nous allons aider les États-Unis à combattre la Chine. Si vous regardez leur armée récemment, je pense que le chiffre est d'environ 75 000 forces actives au total. Sur le papier, ils ont peut-être l'équivalent d'une division blindée en termes de puissance de combat réelle, et même cela, ce n'est presque rien. C'est terrible en termes de capacité à mener une guerre. Vous voyez, le corps Azov est descendu pour tenter de stopper cette percée au nord de Petros. Et d'après certains rapports que je reçois, cela a été extrêmement sanglant. Cela a coûté très cher au corps ukrainien, au corps Azov, mais ils ont réussi, du moins pour le moment. C'est tout un corps.
C'est plus que ce que toute l'armée britannique peut déployer. Et ils n'ont aucune expérience du combat. Aucune. Donc dans cette guerre où il y a environ 600 000 soldats russes à l'intérieur des frontières de 1991 en Ukraine en ce moment, et encore 700 000 ou 800 000 de l'autre côté de la frontière, côté russe. Et là, on parle de 75 000. Vous voulez parler de la façon dont vous pouvez faire la guerre contre ces gars-là. Et puis, si vous regardez la France, l'Allemagne, l'armée italienne, quelques autres, ils sont tous de plus en plus petits. Aucun d'entre eux n'a la capacité industrielle pour soutenir une guerre contre qui que ce soit. Donc, en termes de capacité réelle, au-delà des chiffres et des déclarations, l'OTAN n'est pas si performante. Maintenant, ils ont beaucoup de puissance aérienne et beaucoup de puissance navale. Mais le problème, c'est que même dans les domaines où ils ont du pouvoir, ils n'ont pas la capacité de soutenir une guerre. La Chine, oui. La Russie aussi. Ils ont été amenés à le faire maintenant, plus qu'avant, parce qu'ils ne l'avaient pas vraiment en 2022. Maintenant, ils l'ont. Donc à cause de nos actions, nos adversaires potentiels sont bien plus forts et ils ont la capacité de s'engager dans une guerre d'usure contre nous. Et nous ne le savons pas. La Russie le sait. La Chine le sait. Notre opinion publique ne semble pas s'en rendre compte. Nous croyons encore au mythe selon lequel nous sommes la plus grande alliance militaire de l'histoire du monde et que nous pouvons battre n'importe qui si nous le devons. Et ils regardent simplement le nombre de chars et d'avions et ils considèrent, comme ils le disent, que notre économie est bien plus grande. Nous pourrions certainement gagner une guerre, mais ce n'est pas comme ça que les guerres se gagnent. Et je pense que nos adversaires le savent, alors que nous, non. Donc, nous continuons à regarder les chiffres parce que cela nous donne bonne figure. Nous pouvons entretenir cette fiction encore longtemps, mais que Dieu nous vienne en aide si cela se transforme un jour en conflit, car alors la vérité éclatera sur le terrain. Et bien sûr, le risque que cela devienne nucléaire sera alors bien trop élevé. À ce moment-là, il n'importera plus de savoir qui a été stupide ou non, car tout le monde perdra. Je prie Dieu pour que nous n'en arrivions jamais là. Mais je pense qu'à un moment donné, l'OTAN va simplement mourir d'une mort lente et douloureuse, même si ça pourrait littéralement prendre des décennies avant que cela n'arrive. Eh bien, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, faisait valoir que nous devons maintenant nous armer jusqu'aux dents. Sinon, nous devrons apprendre à nos enfants à parler russe. Et, vous savez, c'est de la folie. Mais cela semble aussi très malhonnête. Car s'ils y croyaient vraiment, pourquoi les Européens n'ont-ils pas développé de véritables armées? Je veux dire, ce n'est pas nouveau, cette exagération de la menace. Mais cela semble n'avoir pour but que de maintenir le soutien à la guerre. Non seulement il est irrationnel de prétendre que la Russie va venir vous apprendre le russe, qu'elle va envahir si vous ne vous armez pas jusqu'aux dents assez vite, mais en même temps, vous vous moquez de la Russie parce qu'elle n'a pris que 1% de l'Ukraine depuis novembre 2022. Alors, qu'en est-il, Marc? Sont-ils pathétiques et incapables de prendre beaucoup de territoire ici? Ou bien sont-ils des géants qui vont déferler sur tout le continent européen si nous ne les arrêtons pas ici? Parce que ça ne peut pas être les deux à la fois. Et pourtant, ils essayent de jouer sur les deux tableaux, et ça ne fonctionne tout simplement pas. La vérité, c'est que la Russie n'a pas la capacité, ils n'ont pas conçu la capacité de déferler où que ce soit. Parce qu'ils veulent toujours dire « c'est Hitler », n'est-ce pas? On adore Hitler. Chaque année, c'est 1938. Tout ce qui se passe, c'est de la politique d'apaisement bidon. Non, ce n'est pas le cas. En 1938, l'Allemagne disposait d'une armée capable de conquêtes significatives. Ils en parlaient, ils agissaient en ce sens. Et c'est le point le plus crucial.
personne ne possédait d'armes nucléaires. Donc, soit on avait une grande force conventionnelle, soit on risquait de se faire écraser. Aujourd'hui, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis possèdent tous des armes nucléaires. Donc, même si Poutine avait une sorte de fantasme de vouloir jouer les Hitler et qu'il renforçait son armée, les armes nucléaires l'empêcheraient de franchir la frontière et d'aller dans n'importe quelle direction, car personne n'acceptera d'être conquis par une force conventionnelle s'il possède l'arme nucléaire. Ils s'en serviront. La Russie aussi. Tout cela n'a donc aucun sens dans la réalité. Mais ils veulent simplement entretenir cette fiction parce qu'ils veulent que les choses restent comme elles sont. Ils veulent que la Russie souffre et ils veulent continuer avec l'OTAN et obtenir plus d'argent pour des systèmes d'armes dont ils savent qu'ils ne seront jamais utilisés. Mais c'est ce que je pense. Oh oui. Eh bien, cela a beaucoup de sens. L'idée que l'objectif de la Russie soit de conquérir toute l'Europe et de gouverner des centaines de millions d'Européens qui ne veulent pas vivre sous occupation russe, en s'aliénant tous les amis de la Russie, elle n'en a ni la capacité ni l'intention. Je veux dire, cela n'a aucun sens. Si nous avions des médias critiques, ils poseraient quelques questions, je suppose. Oui, de bons arguments. Oui. Merci beaucoup pour votre temps. Je sais que vous êtes très occupé, donc je vous en suis reconnaissant. Merci. Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir.